L'histoire commence une nuit aléatoire lorsque des créatures serpentines arrivent sur Terre, infectant les humains en dévorant leur cerveau et les transformant en monstres cannibales, tout en restant discrètes. L'une de ces créatures entre dans la chambre de Shinichi, mais en entrant par son nez, Shinichi éternue et la rejette, se réveille et commence à paniquer. Il prend un livre pour l'écraser, mais elle s'enfouit dans son bras droit et commence à remonter vers son cerveau, poussant Shinichi à crier à l'aide de ses parents. Terrifié, il attache rapidement un garrot autour de son biceps droit en attendant. Quand ils arrivent enfin, il leur explique ce qui s'est passé, mais ils ne le croient pas, car il n'y a pas de blessure sur son bras, ce qui le rend encore plus confus. Le lendemain matin, en allant à l'école, la fille qu'aime Shinichi, Murano, l'attaque par derrière de manière ludique. Mais à sa grande surprise, sa main droite bloque instinctivement l'attaque. Juste après, la main droite de Shinichi saisit soudainement et caresse son sein gauche. Voyant cela, il panique et essaie d'expliquer que ce n'était pas intentionnel. Mais Murano le gifle et s'en va. Après les cours, Shinichi rentre chez lui, se demandant pourquoi sa main droite bouge toute seule quand il aperçoit une petite fille courant vers une voiture qui arrive à toute vitesse. Sans réfléchir, il se jette en avant et stoppe la voiture avec sa main droite. Juste après, il remarque un œil étrange et de la chair qui sort de sa main et se précipite chez lui en panique pour l'amputer. Cependant, avant qu'il ne puisse le faire, son bras se transforme en une créature étrange ressemblant à un Pokémon nommé Migi et Shinichi lui demande ce qu'elle a fait à sa main droite. Quand Migi lui dit qu'elle l'a déjà mangé, Shinichi s'affole et essaye de couper son bras à nouveau. Mais cette fois, Migi lui arrache le couteau des mains. À cela, Shinichi demande ce que c'est vraiment, mais Migi l'ignore, s'endort et ramène sa main droite à la normale. Ensuite, Shinichi passe des heures à chercher des réponses sur internet sans succès, alors il abandonne et va se coucher. Le lendemain matin, il se réveille pour trouver Migi étendu de son corps, en train de lire, et panique. Une fois calmé, il demande à Migi si c'est un extraterrestre. Mais Migi lui dit qu'il n'est pas vraiment sûr car la seule chose dont il se souvient est d'avoir échoué à prendre le contrôle du cerveau de Shinichi. En entendant cela, Shinichi demande s'il va encore manger son cerveau. Mais Migi lui dit qu'il ne peut plus le faire car il a déjà mûri. Bien qu'il soit soulagé, Shinichi apprend bientôt qu'il serait devenu un zombie vivant avec une tête changeante si Migi avait réussi à prendre son cerveau. Il décide donc d'amputer son bras pour éviter que cela ne se produise. Comme cela détruirait tous les deux, Migi décourage Shinichi de le faire et promet de lui laisser contrôler sa main droite avec le temps s'il accepte de coexister. Cependant, avant que Shinichi puisse répondre, Migi s'endort. En allant à l'école, Migi se réveille et crie soudainement à Shinichi de s'arrêter. Quand Shinichi demande ce qui ne va pas, il lui dit qu'il sent un autre extraterrestre comme lui à proximité, ce qui fait réaliser à Shinichi qu'il y en a d'autres comme lui. Alors qu'il le traque, Shinichi est dégoûté à l'idée que cet autre extraterrestre pourrait aussi avoir une tête changeante. Cependant, alors qu'il essaie de partir, Migi s'accroche à un poteau et convainc Shinichi d'explorer l'autre extraterrestre pour comprendre d'où ils viennent vraiment. Quelques instants plus tard, lorsqu'il trouve enfin l'autre extraterrestre, il découvre que celui-ci a non seulement échoué à prendre le contrôle d'un hôte humain, mais qu'il habite aussi un chien et se nourrit. Pendant que Shinichi panique silencieusement, l'extraterrestre le reconnaît comme une menace parce qu'il est encore humain et s'approche lentement de lui avec une intention meurtrière. Pour protéger Shinichi, Migi le force immédiatement à courir vers un endroit sûr, mais l'extraterrestre transforme sa tête en aile et vole après eux. Alors que l'extraterrestre s'approche, Migi lui arrache le cœur et l'écrase, le tuant instantanément. Ensuite, Shinichi s'approche du corps pour enquêter. Mais alors que Migi explique sa biologie comme s'il n'avait pas juste tué l'extraterrestre, Shinichi réalise qu'il a affaire à un être insectoïde complètement dépourvu d'émotions. Le lendemain, en allant à l'école, Shinichi accepte enfin l'offre de coexistence de Migi, car c'est la seule chose qui peut le protéger des autres extraterrestres effrayants, et Migi le félicite pour son bon sens. Quelques heures plus tard, lors de l'entraînement de basket à l'école, Shinichi impressionne tout le monde, y compris Murano, avec ses tirs incroyables. Voyant cela, Shinichi et un autre ami de Murano, Tachikawa, lui disent que Murano a promis de lui pardonner d'avoir touché ses melons s'il marque un autre tir. Mais ensuite, un autre camarade de classe, Nagai, marche délibérément sur son pied et s'en va. L'ignorant, Shinichi réussit son tir avec l'aide de Migi et retrouve Murano, que Tachikawa escorte vers la salle de stockage pour une discussion privée. Là, il s'excuse frénétiquement d'avoir touché ses melons et Murano promet de lui pardonner s'il lui offre des crêpes le week-end prochain. Après que Shinichi ait accepté, Murano sourit et s'en va. Peu après, Nagai apparaît soudainement et emmène Shinichi dehors. Là, il confronte Shinichi pour avoir dragué Murano alors qu'il sait qu'il l'aime, puis le défie en combat. Quand Shinichi refuse, Nagai commence à le frapper et à le faire tomber. Shinichi fait de son mieux pour endurer afin que Migi ne sorte pas et ne massacre pas ce déchet. Cependant, au moment où Nagai traite Shinichi de lâche, Migi lui assène un coup si violent que Nagai s'enfuit effrayé. Ensuite, Shinichi va aux toilettes. Mais pendant qu'il se soulage, la curiosité de Migi prend le dessus et il commence à s'occuper de Shinichi. Choqué et effrayé, Shinichi sort immédiatement
et passe sa main droite sous l'eau froide pour éloigner Migi. Plus tard, il apprend de Tachikawa qu'il y a eu des cas de centaines de personnes déchiquetées dans le monde par des meurtriers que les internautes appellent les bouchers. Après l'école, Shinichi et Migi recherchent ces meurtres sur le net et concluent que les siens sont des cannibales. À cela, Shinichi réalise qu'ils sont les seuls à comprendre la vraie nature de ces aliens, alors il propose de se rendre, lui et Migi, au gouvernement pour des recherches. Cependant, à sa grande surprise, Migi lui dit qu'il ne voit rien de mal dans ce que font les autres aliens, car ils mangent simplement comme les humains avec d'autres animaux. Même ainsi, Shinichi essaye d'argumenter que la vie humaine est précieuse, mais Migi répond qu'il ne valorise que sa propre vie et fera tout pour la protéger. Même si cela signifie incapaciter les membres de Shinichi, laissant Shinichi terrifié. Quelques instants plus tard, Shinichi sort pour se détendre. Alors qu'il se tient à une rambarde, Migi sent soudain un autre alien à proximité et avertit Shinichi de s'en éloigner pour éviter un autre combat. Shinichi s'exécute et accélère le pas. Mais finalement, il ignore les avertissements de Migi et s'arrête quelque part discrètement pour rencontrer l'alien. Confus, Migi demande pourquoi. Et Shinichi, l'idiot, lui dit que c'est parce qu'il veut se battre pour l'humanité. Quelques secondes plus tard, lorsque l'alien les rattrape, il réalise immédiatement pourquoi Shinichi et Migi ont fui, c'est parce que Shinichi a survécu et passe à l'offensive. Alors qu'il s'approche, Migi transforme 3 doigts de Shinichi en lames aiguisées et lui ordonne de reculer. Cependant, l'alien refuse, transforme sa tête en lames aiguisées, se coupe l'avant-bras droit et demande à Migi de le remplacer pour qu'ils puissent coexister et être plus forts. Pendant que Migi réfléchit à ses options, l'alien devient impatient et tente de couper la tête de Shinichi. Cependant, à la dernière minute, Migi coupe ses lames, décapite l'alien d'un coup, le tuant, dit à Shinichi qu'il ne faisait que veiller sur lui-même et s'endort. Le lendemain, Shinichi emmène Murano au rendez-vous de crêpes promis et fait de son mieux pour profiter de son temps avec elle, tout en veillant à garder Migi cachée pour qu'elle ne panique pas. Sur le chemin du retour, ils aperçoivent 3 imbéciles lançant des pierres sur un chat qu'ils avaient enterré plus tôt et sont irrités par la cruauté envers les animaux. Lorsque Murano suggère de continuer, Shinichi sauve le chat, avertit les garçons de ne plus jamais faire ça et retourne vers Murano. Voyant cela, les 3 garçons lui lancent chacun des pierres, mais Migi les attrape immédiatement et menace de les manger s'ils continuent à les chasser. Alors qu'ils poursuivent leur marche, Murano tient la main droite de Shinichi, mais change soudainement pour sa main gauche et fait la course romantique avec lui. Quelques jours plus tard, pendant le petit déjeuner, le père de Shinichi, Yuki, découvre que les meurtres de bouchers ont atteint 84 victimes confirmées et essaie d'en discuter avec Shinichi. Mais Shinichi évite simplement d'en parler et part pour l'école. En chemin, Murano le rattrape et marche avec lui. Elle lui dit ensuite qu'elle a remarqué un changement dans sa personnalité ces derniers temps. Mais alors que Shinichi s'apprête à répondre, Migi sort de sa chemise et lui dit qu'il sent un autre alien dans leur bâtiment scolaire. Bien qu'il soit choqué et effrayé, Shinichi garde son calme et se regroupe bientôt avec les autres élèves dans l'auditorium de l'école pour une annonce rapide. Pendant qu'ils attendent, Shinichi devient très anxieux et craint que l'alien ne les attaque par surprise. Mais Migi l'exhorte à rester calme pour qu'il ne les sente pas non plus. Peu de temps après, le principal prend la parole et présente une magnifique nouvelle professeure de mathématiques remplaçante appelée Tamiya. Au moment où Tamiya arrive sur scène, Migi informe immédiatement Shinichi qu'elle est celle qu'il a sentie tout ce temps. Alors que Shinichi panique silencieusement, Tamiya le repère et lui lance un regard suffisant. Mais pour une raison quelconque, elle ne l'attaque pas. Quelques instants plus tard, pendant l'entraînement de gym, Migi félicite Tamiya d'avoir résisté à l'envie de tuer des humains et d'avoir choisi de s'intégrer. En entendant cela, Shinichi lui dit de ne pas la mettre sur un piédestal car il est sûr qu'elle finira par attaquer quelqu'un. Cependant, Migi lui dit d'observer. Pendant leur prochain cours de mathématiques, Tamiya remarque que Shinichi devient trop anxieux à sa présence. Alors, une fois la cloche sonnée, elle lui dit de la voir au bureau d'orientation plus tard, puis s'en va. Quand Shinichi arrive au bureau, Tamiya se confie, jure qu'elle n'a pas de mauvaises intentions envers lui et demande s'ils peuvent se rencontrer après l'école pour en discuter. Presque immédiatement, Migi apparaît et accepte la réunion. Mais Shinichi panique car il craint que ce soit un piège. Bien qu'irritée, Tamiya lui dit qu'elle s'intéresse seulement à partager des informations et discuter de l'avenir avec lui, puisqu'il est le seul de son espèce, puis s'en va. Après les cours, Shinichi arrive au lieu de rendez-vous et commence à paniquer quand Migi lui dit que Tamiya amène son petit ami alien. Peu de temps après, Tamiya arrive et présente son ami alien, 1, à Shinichi. Presque immédiatement, l'ami débile se prépare à attaquer Shinichi et Migi, les qualifiant d'ennemis. Mais Tamiya le tient en laisse et s'installe pour discuter. Quelques minutes après le début de leur discussion, Tamiya dit à Shinichi qu'elle a laissé l'autre lui fissurer les joues par curiosité et qu'elle est finalement tombée enceinte d'un bébé humain normal. En entendant cela, Shinichi est choqué. Mais alors qu'il commence à critiquer Tamiya et son espèce pour être des parasites cannibales, Tamiya se tourne vers Migi et lui demande comment il survit. En réponse, Migi dit qu'il reçoit des nutriments directement par le sang de Shinichi, donc il ne ressent pas la faim cannibale comme eux.
À cela, Tamiya raconte tout ce qu'elle a appris sur leur espèce et commence à échanger des pensées avec Shinichi et Migi pour comprendre ce qu'ils sont. Juste à ce moment-là, A se lève en se déplaçant comme un zombie de The Walking Dead, leur dit qu'il se fiche de ce qu'ils disent, puis s'en va. Ensuite, Tamiya menace de manger tout le monde dans la classe de Shinichi, sans sourciller si jamais il ose la dénoncer, terrifiant Shinichi. Le lendemain en classe, Migi et Tamiya ressentent simultanément une présence approchant de l'école avec une intention meurtrière et deviennent immédiatement alertes. Alors que Tamiya termine leur cours et s'en va, A neutralise 3 enseignants dans le couloir. Une fois que le principal apprend cela, il utilise le système de sonorisation pour informer toute l'école qu'un tueur sanguinaire a infiltré le bâtiment et exhorte les élèves à évacuer prudemment. Alors qu'ils évacuent avec les autres, Migi sent A cherchant frénétiquement à les trouver et suggère à Shinichi d'utiliser les élèves autour d'eux comme bouclier humain pour qu'ils puissent le tuer pendant qu'il les utilise. Bien que choqué par la suggestion, Shinichi se souvient rapidement que Migi est une créature sans émotion. Il monte donc à l'étage en croisant Murano et en étant impoli avec elle en chemin pour trouver un endroit vide où il peut se battre en toute sécurité. Une fois qu'il a sécurisé un endroit dans le couloir, Shinichi bloque les 2 chemins avec des bureaux et attend tranquillement qu'A apparaisse. Lorsque A apparaît sous eux, Migi coupe une jambe de chaise, la donne à Shinichi et explique son plan. Puisque A sous-estimera probablement Shinichi pendant le combat, Migi décide de se concentrer sur la défense pour que Shinichi puisse poignarder A dès qu'il aperçoit une ouverture. À cela, Shinichi accepte le plan et décide de faire confiance à Migi. Peu de temps après, A entre dans le couloir par la fenêtre, transforme sa tête en plusieurs faux tranchants et attaque Shinichi et Migi. Pendant que Shinichi panique, Migi se transforme également en 2 faux et bloque l'attaque. Voyant cela, A lance une rafale d'attaques de faux à grande vitesse, mais Migi parvient à se défendre presque automatiquement. Pendant ce temps, Shinichi se rappelle le plan de Migi et décide de lui faire confiance, alors qu'il s'approche lentement d'A. Une fois assez proche, il poignarde A dans la poitrine, interrompant le combat. Immédiatement après, A jette Shinichi de côté et commence à tituber en perdant beaucoup de sang. Après avoir perdu plusieurs pintes de sang, A pousse le tuyau à travers son dos et stoppe l'hémorragie. Puis, tout en perdant lentement connaissance, il essaye de s'échapper. Migi dit immédiatement à Shinichi de le poursuivre et de finir le travail. Mais Shinichi refuse pour éviter de devenir un vrai meurtrier. Après avoir échappé à Shinichi et Migi, A titube dans le couloir supérieur à la recherche d'un nouvel hôte avant de mourir et décide finalement de partager l'hôte de Tamiya. Malheureusement pour lui, au moment où il entre dans son bureau au 3e étage, Tamiya s'échappe par la fenêtre et fait exploser toute la pièce, tuant A. Au cours des jours suivants, l'hystérie entourant l'incident s'apaise et l'école reprend. Bien qu'il soit secoué par son combat contre A, Shinichi retourne à l'école, veillant à garder un œil sur Tamiya, tandis que Tamiya continue d'enseigner. Malheureusement, juste au moment où les choses semblent normales, un groupe de professeurs curieux appelle Tamiya pour une discussion et la critique pour être tombée enceinte hors mariage. Fatigué de leur discours, Tamiya abandonne son poste de professeur et s'en va. En sortant de l'école, Shinichi rattrape Tamiya, ayant l'intention de l'abattre, mais elle lui fait savoir qu'elle a déjà quitté son emploi et se vengera s'il essaye. À cela, Shinichi passe à la discussion, la confrontant sur le fait qu'elle est trop cannibale envers les humains, puis suggère une symbiose comme la sienne avec Migi. Quand Tamiya lui dit qu'elle suit simplement les directives de son créateur pour dévorer l'humanité, Shinichi est bouleversé et lui demande ce qu'elle prévoit de faire de son enfant. Tamiya lui répond immédiatement qu'elle va le mettre au monde, l'expérimenter, puis le manger une fois qu'il sera inutile. Mais cela met Shinichi en colère, au point qu'il la défie en combat. N'ayant rien à perdre, Tamiya se transforme en mode combat. Cependant, après avoir analysé Shinichi et réalisé qu'il devient lentement l'un des leurs, elle s'arrête et s'en va. Plus tard dans la nuit, la vraie mère de Tamiya arrive chez elle pour prendre de ses nouvelles. En discutant, elle réalise rapidement que Tamiya n'est pas sa fille et essaie d'appeler la police. Cependant, Tamiya la tue avant qu'elle ne puisse le faire, intriguée par sa rapidité à voir à travers son déguisement. Le lendemain matin, Shinichi se réveille pour trouver Migi se déplaçant sur son tapis comme un animal. Alors que Migi se rattache à son corps, la mère de Shinichi, Nobuko, arrive pour prendre de ses nouvelles, mais Shinichi lui assure qu'il va bien et continue de parler avec Migi après son départ. Pendant le petit déjeuner, Yuki lui dit qu'elle et Nobuko prévoient de partir en vacances ensemble pendant 1 mois, mais Shinichi s'inquiète immédiatement et les prévient indirectement de ne pas y aller à cause des meurtres. Pour éviter d'exposer sa vie secrète, Shinichi reste silencieux et part pour l'école. Plus tard dans la soirée, Shinichi discute des vacances de ses parents avec Migi dans sa chambre, bien que Migi approuve le voyage, affirmant que ce serait plus sûr pour eux. Nobuko entre soudainement dans sa chambre pour l'appeler à dîner et manque de le surprendre en train de parler avec Migi. En la voyant, Shinichi cache immédiatement Migi, lui dit qu'il descend bientôt et lui interdit d'entrer dans sa chambre sans frapper, laissant Nobuko stupéfaite. Pendant le dîner, Shinichi approuve les vacances de ses parents. Mais Nobuko ne croit pas à son changement soudain d'attitude. Elle devient émotive et lui demande ce qui ne va pas,
car il agit de manière étrange ces derniers temps. Réalisant qu'il a fait une erreur, Shinichi ment en disant qu'il avait peur d'être seul sans eux. Mais après avoir parlé à ses amis, ils lui ont promis de lui rendre visite s'il se sentait ainsi. Heureusement, le mensonge fonctionne, car le lendemain matin, Nobuko et Yuki partent en vacances. Quelques nuits plus tard, alors qu'un couple roule sur une route de montagne sinueuse vers un point de vue, l'homme se laisse distraire en apprenant à sa copine à utiliser la ceinture de sécurité et heurte un arbre. Après l'accident, la tête de la femme se transforme soudainement en un parasite comme Migi, réalisant que son hôte va bientôt mourir. Le parasite se détache de son corps, décapite l'homme, s'attache à l'homme blessé et prend le contrôle de son corps en un instant. Le lendemain matin, Shinichi se réveille en retard et se précipite directement à l'école. En chemin, il se rappelle ce que Tamiya lui a dit sur le fait de devenir lentement un parasite comme eux et dit à Migi qu'il est un peu inquiet. Imperturbable, Migi lui dit que Tamiya a peut-être ressenti un changement en lui sur le plan psychologique. Mais avant que Shinichi ne puisse demander ce que c'est, il s'endort. À cela, Shinichi entre dans le déni, se remémorant les moments où sa mère et Murano lui ont dit qu'il avait changé, et il refuse d'accepter les paroles de Tamiya. Alors qu'il continue sa marche, il aperçoit 3 intimidateurs en train de frapper Nagai dans un coin et leur dit d'arrêter. Plutôt que de reculer, Shinichi leur dit à nouveau d'arrêter. Mais cette fois, leur chef, Mitsuo, s'approche et le tabasse. Heureusement pour Mitsuo, alors qu'il s'apprête à écraser la main droite de Shinichi, sa copine, Kana, l'arrête et s'approche de Shinichi pour le réconforter. Cependant, quand elle croise son regard, elle voit quelque chose d'inhabituel en Shinichi, recule sous le choc et s'en va immédiatement avec les autres. Plus tard, dans le couloir de l'école, Murano et Tachikawa remarquent son visage meurtri et s'inquiètent vraiment. Alors qu'ils essaient de comprendre ce qui s'est passé, un groupe de gars s'approche soudainement d'eux, félicite Shinichi d'avoir tenu tête au groupe de Mitsuo et s'en va. Après les cours, Kana s'approche de Murano et Shinichi sur le chemin du retour, sans savoir que Mitsuo la suit et commence à poser des questions intrusives à Shinichi sur pourquoi il a défendu Nagai plus tôt, malgré sa faiblesse. Shinichi l'ignore et continue de marcher. Mais en chemin, Mitsuo et son groupe les attaquent dans une ruelle, traînent Murano dans un endroit isolé, puis confrontent Shinichi et lui disent de sauver sa copine. Lorsque Shinichi mord à l'hameçon, Mitsuo commence immédiatement à le frapper sans relâche. Mais à travers tout cela, Shinichi prévient Migi de rester caché, affirmant qu'il doit faire cela seul pour découvrir s'il est toujours humain. À un moment donné, Shinichi riposte. Mais cela énerve tellement Mitsuo qu'il écrase Shinichi contre un mur et commence à insulter sa mère. Enragé, Migi se transforme en petite faux. Mais avant qu'il ne puisse blesser qui que ce soit, Kana et un groupe de garçons de leur école arrivent et se battent pour protéger Shinichi, le sauvant. De retour sur la route sinueuse, le parasite extraterrestre de l'accident précédent lutte pour contrôler l'homme dont le corps le rejette. Il se dépêche donc de chercher une autre hôte féminine. Pendant ce temps, Murano suit Shinichi chez lui et soigne ses blessures. Plus tard, Shinichi lui demande timidement si elle le trouve bizarre, mais Murano lui dit en posant sa tête sur son épaule qu'il est la personne la plus cool qu'elle ait jamais vue. Shinichi essaye de convaincre Murano de rester dormir pour pouvoir lui pincer les joues. Mais quand Murano refuse, il la raccompagne. Une fois que Murano part, Kana arrive immédiatement pour s'excuser pour plus tôt. Mais en lui serrant la main, elle sent quelque chose d'étrange et la fixe. Déconcerté, Shinichi rentre en courant, et Migi le prévient de se méfier de Kana, car elle semble pouvoir détecter d'autres parasites. Pendant ce temps, Nobuko et Yuki sont à un point de vue sur la chaîne de montagne quand le parasite accidentel apparaît soudainement, décapite Nobuko et prend possession de son corps. Plus tard dans la nuit, alors que Shinichi mange des ramen, Yuki l'appelle depuis une cabine téléphonique, semblant en détresse et gravement blessé. Le lendemain matin, Shinichi se réveille inquiet pour ses parents et commence à rassembler tout ce que son père lui a dit au téléphone. Juste à ce moment-là, Migi détecte un autre parasite extraterrestre qui s'approche et dit à Shinichi, qui blâme le parasite pour leurs vacances, de se préparer à se battre. Une fois que Migi sent l'extraterrestre à la porte, Shinichi prend un couteau de cuisine et se dirige vers la véranda. Mais au moment où l'extraterrestre entre, il voit sa mère le regarder et l'accueille chez elle. Migi l'avertit immédiatement de ne pas baisser sa garde, car la personne devant lui n'est plus Nobuko, mais Shinichi l'ignore et commence à agir de manière erratique, incapable de croire que sa mère est réellement morte. Lorsqu'il commence à s'excuser et à menacer de se couper le bras droit, le parasite extraterrestre considère immédiatement Shinichi comme un ennemi. Il se transforme donc en lame, transperce son cœur et s'en va. Avec le temps qui presse et Shinichi mourant, Migi fusionne immédiatement avec le cœur perforé de Shinichi et scelle la plaie avec ses propres cellules. Ensuite, il réanime le cœur et le maintient battant avec les cellules de Shinichi, puis retourne en toute sécurité dans sa main droite et attend patiemment que le cœur de Shinichi se rétablisse complètement. Plus tard dans la journée, alors que Shinichi est toujours inconscient, Migi prépare un concentré de sucre dans la cuisine et le nourrit pour le garder en vie. Quelques nuits plus tard, le téléphone sonne et Shinichi se réveille enfin. Il essaye immédiatement de mettre ses lunettes,
mais il se rend vite compte qu'il n'en a plus besoin car sa vue s'est améliorée pour une raison quelconque. Peu après, il se rend à la salle de bain, ayant l'air d'un déchet, enlève sa chemise et voit la massive cicatrice laissée par Miggy sur sa poitrine après avoir réparé son cœur. En se demandant si Miggy a vraiment sauvé sa vie, il se souvient soudain du regard de sa mère lorsqu'elle l'a poignardé et craque en réalisant qu'il ne rêvait pas. Alors qu'il sanglote doucement, le téléphone sonne à nouveau. Cette fois, Shinichi décroche et apprend de la réceptionniste de l'hôpital rural que Yuki est vivant, se remet bien et accepte les visites. À cela, Shinichi prépare des vêtements pour Yuki dans son sac à dos et se prépare rapidement à partir. Dehors, il trouve Murano à sa porte, l'air triste et inquiet car il ne vient pas à l'école et lui dit qu'il se rend à la campagne voir son père qui a été blessé lors d'un voyage. Quand Murano lui demande des nouvelles de sa mère, Shinichi la fixe avec horreur, lui dit qu'il ne reviendra pas avant un moment, puis la laisse derrière lui. Après avoir embarqué sur un ferry en direction de la campagne, Shinichi repense aux détails de l'incident, réalise que l'extraterrestre portant la tête de Nobuko va bientôt découvrir l'hôpital de son père et prie pour arriver avant elle. Juste à ce moment-là, une fille nommée Maki, qui semble vivre à la campagne, remarque son visage sombre et s'assure qu'il va bien. Pendant ce temps, Yuki appelle un détective, son médecin et quelqu'un de l'hôtel où il et Nobuko ont séjourné et signale le meurtre grotesque. À sa grande surprise, ils lui disent tous que sa femme est vivante et qu'elle a même quitté l'hôtel peu après l'heure du meurtre. En entendant cela, Yuki craque, incapable de croire ce qu'il entend. Mais comme il y a des preuves physiques du retour de Nobuko à l'hôtel, le détective classe l'affaire comme un trouble de stress post-traumatique et s'en va. Plus tard dans la nuit, Shinichi trouve son chemin vers l'hôpital grâce à Maki et se précipite immédiatement dans la chambre de son père pour lui dire exactement ce qui est arrivé à Nobuko. Alors que Shinichi a du mal à parler, Yuki change son histoire et assure à son fils que ce qu'il a dit au téléphone n'était que dans sa tête. Choqué, Shinichi s'effondre et dit à Yuki que Nobuko a été tué par un monstre. Mais pour garder son calme, Yuki dit à Shinichi de se taire et pleure doucement, sachant que sa femme est réellement morte. En voyant cela, Shinichi réalise que Yuki sait en fait que Nobuko est morte, mais qu'il essaye simplement de faire face. Pour éviter d'ajouter du sel à ses blessures, il place calmement les vêtements de Yuki dans le placard et demande à la réceptionniste l'hôtel le plus proche où il peut s'enregistrer. Lorsqu'il apprend que le plus proche est à 300 mètres, ce qui est hors de portée de détection de Miggy, il cherche un endroit à proximité pour garder un œil sur le meurtrier de sa mère et trouve une auberge juste derrière l'hôpital. En entrant, il réalise qu'elle est gérée par Maki et sa mère et s'enregistre immédiatement. Après cela, il fixe l'hôpital et se rappelle de garder son père en vie tout en cherchant à tuer le meurtrier de sa mère. Plus tard dans la nuit, Miggy se réveille et dit à Shinichi qu'il a subi des changements après avoir réparé son cœur. Il explique qu'il a maintenant une faiblesse et doit hiberner complètement 4 heures par jour, ce qui les met en danger car il ne pourra pas détecter les aliens hostiles. Le lendemain, Shinichi achète des fournitures pour Yuki et les lui apporte à l'hôpital. Ensuite, il s'assoit sur le trottoir pour surveiller le meurtrier de sa mère pendant que Miggy dort au cas où. Peu après, Maki arrive, s'assoit avec lui et lui demande s'il a une petite amie. Alors que Shinichi s'apprête à répondre, Miggy se réveille soudainement et lui dit qu'un autre alien est à 300 mètres sur la plage. Shinichi demande alors à Maki le chemin le plus proche de la plage. Une fois qu'elle lui indique, il court vers l'endroit à une vitesse surhumaine, avec Maki à ses côtés, saute par-dessus un mur de mer de 3 mètres comme un super-héros, et se précipite vers l'emplacement des parasites aliens avec une intention meurtrière, pour découvrir que ce n'est pas sa mère, mais un étrange pleurnichard nommé Uda. Confus, Shinichi appelle immédiatement Miggy pour combattre Uda. Mais après avoir analysé son corps, Miggy dit à Shinichi qu'Uda a toujours son cerveau humain, tout comme lui. Seulement cette fois, son parasite se trouve dans son menton, pas dans ses membres. Cela dit, le parasite d'Uda gonfle depuis son menton, remplace sa bouche et commence à jacasser comme un drogué sous testostérone, choquant Shinichi. En ce qui concerne son histoire, Uda dit à Shinichi et Miggy qu'il a rencontré son parasite au bord d'une falaise le jour où il envisageait de se suicider après que sa femme l'ait quitté. Parce qu'il avait peur, il est tombé de la falaise. Mais alors qu'il se noyait lentement, son parasite a dû boycotter de manger son cerveau et rester à son menton juste pour le garder en vie. Après avoir dit tout cela, Uda soupire de soulagement d'avoir enfin quelqu'un qui le comprend. Il demande ensuite à Shinichi de lui raconter l'histoire de sa main droite. Mais Shinichi le ramène d'abord sur le toit de l'hôpital pour continuer sa surveillance avant de tout lui dire. En entendant l'histoire de Shinichi, Uda commence immédiatement à pleurer comme un enfant gâté, au grand désarroi de son parasite. Après leur discussion, il dit à Shinichi qu'il travaille dans un hôtel près de l'hôpital, recommence à pleurer et promet de l'aider à surveiller cet ennemi. Plus tard dans la nuit, Miggy réveille Shinichi pour lui parler de la force surhumaine qu'il a montrée récemment, surtout depuis la réparation de son cœur. Quand Shinichi le fixe avec confusion, Miggy se divise en fragments conscients plus petits et explique que pendant la procédure, il a perdu 30% de lui-même aux cellules de Shinichi.
Bien que ces 30% soient inconscients, Migi lui dit qu'ils se sont déjà intégrés à son système circulatoire, ce qui explique sa force surhumaine soudaine. En entendant cela, Shinichi hyperventile, effrayé que les petits fragments de Migi puissent infiltrer son cerveau et le transformer en monstre. Pendant que Migi lui dit que cela ne peut pas arriver, Shinichi repense au moment où il était censé pleurer pour exprimer son chagrin à la mort de sa mère, mais ne pouvait pas, et comprend enfin pourquoi. Le lendemain, alors que Maki s'approche de lui dehors, Shinichi lui demande si elle le voit comme un être humain normal. Quand Maki lui dit que oui, Shinichi sourit et reste silencieux, ce qui la pousse à lui reprocher de cacher trop ses émotions. Après son départ, Shinichi reçoit un appel d'Udo et apprend qu'il a déjà retrouvé le parasite de Nobuko. Pendant qu'Udo prévoit de continuer à la suivre, Shinichi lui crie de fuir pour sa vie, car le parasite va le tuer. Udo et son parasite courent immédiatement dans les bois voisins. Alors que Shinichi se rapproche d'eux, Migi commence à se fatiguer. Mais alors qu'il s'endort lentement, il transforme la main droite de Shinichi en faux, pour qu'il puisse se défendre pendant qu'il dort et lui souhaite bonne chance. Peu de temps après, Uda et son parasite arrivent au bord d'une falaise et attendent que le parasite alien intrus se montre. Quand il apparaît, il transforme immédiatement sa tête en 4 côtés et attaque Uda avec une série d'attaques à grande vitesse. Mais le parasite d'Uda riposte et bloque tout. Peu après une brève pause, l'intrus le poignarde au cœur et le laisse pour mort. Peu de temps après, Shinichi arrive, l'air triste. Mais alors que l'alien intrus exprime son choc en voyant Shinichi encore en vie, Shinichi prend une posture de combat et la défie. Lorsque l'alien intrus l'attaque à super vitesse, Shinichi esquive instinctivement tout, laissant l'alien intrus sous le choc. Alors qu'il continue les attaques de faux à grande vitesse, Shinichi, qui peut maintenant les voir clairement, les bloque toutes et change de position. Juste à ce moment-là, il aperçoit Uda et son parasite inconscient et ensanglanté en bas de la falaise et devient encore plus en colère. Il charge vers l'intrus, évite toutes ses contre-attaques, lui tranche le ventre et attend une autre occasion de frapper. Une fois qu'il la repère, il charge vers l'intrus et lui tranche les jambes, l'immobilisant. Cependant, alors qu'il s'apprête à l'achever, il aperçoit la cicatrice sur ce qui était la main de sa mère et se laisse distraire. Voyant cela, l'intrus le repousse et régénère ses tentacules. Mais alors qu'il s'apprête à le tuer, le parasite d'Uda lui tranche la tête par derrière, lui coupe ses tentacules et remonte. Vengé, Shinichi rentre à l'auberge, dit au revoir à Maki et se dirige vers l'hôpital. Quelques jours plus tard, Shinichi revient en ville, complètement changé, et marche vers l'école avec Murano. Pendant ce temps, Tamiya rencontre secrètement un autre parasite intellectuel nommé Shimada. Alors qu'il se nourrit d'un cadavre, elle lui demande de s'infiltrer dans l'école de Shinichi et de le surveiller jusqu'à sa grossesse. Ailleurs, Mitsuo aperçoit Kana fixant la photo de Shinichi sur le trottoir et exige de savoir pourquoi elle craque pour ce James Bond en herbe, mais Kana l'ignore et s'en va. Après les cours, Mitsuo amène Shinichi au même endroit où il l'a humilié et lui demande s'il a déjà couché avec Kana. Bien que choqué, Shinichi lui dit calmement la vérité. Mais alors qu'il s'apprête à partir, Mitsuo le saisit et tente de le frapper. Après l'avoir esquivé, Shinichi prévient Mitsuo de se reculer, il n'est plus le même faible qu'il a battu la dernière fois. Quand Mitsuo continue d'attaquer, Shinichi esquive quelques secondes, puis attrape le pied de Mitsuo au moment où il s'apprête à donner un coup et le pousse au sol. À ce moment-là, Murano arrive, inquiète pour lui, mais Shinichi la rassure en disant qu'il va bien et rentre chez lui avec elle. En chemin, Murano ressent une aura froide et terrifiante émanant de Shinichi et lui demande pourquoi il est si différent du Shinichi timide et faible qu'elle connaît. Pour éviter de devenir trop sérieux, Shinichi plaisante, lui assurant qu'il est le même et continue de marcher, totalement inconscient que Kana le suit. En arrivant chez lui, Shinichi trouve Yuki en train de noyer son chagrin dans l'alcool et lui suggère froidement d'engager un homme de ménage, puisque Nobuko n'est plus là. Bien que choqué par le calme de Shinichi en mentionnant Nobuko, Yuki lui dit d'y aller. Le lendemain, Shinichi retrouve Murano et marche vers l'école avec elle. En chemin, son ouïe récemment aiguisée capte un animal gémissant appelant à l'aide. Shinichi court immédiatement vers la source du bruit, pour trouver un chien écrasé mourant au milieu de la route. Réalisant qu'il est trop tard pour l'aider, Shinichi prend le chien et se dirige vers un parc. Peu après, Murano arrive, heureuse de voir que Shinichi se soucie encore des animaux comme avant. Cependant, alors qu'elle exprime son soulagement, le chien meurt et Shinichi le jette à la poubelle. Murano est horrifié, surtout parce que l'ancien Shinichi aurait enterré le chien correctement. Mais quand Shinichi lui dit de ne pas s'énerver pour un tas de viande en forme de chien, elle réalise que son Shinichi a changé et s'enfuit en larmes. À cela, Shinichi demande à Migi s'il pense qu'il a changé, et Migi lui dit que la façon dont il a décrit le chien ressemble exactement à ce qu'un parasite dirait. Réalisant qu'il a raison, Shinichi enterre le chien quand même et continue son chemin vers l'école seul. Quelques instants plus tard, il aperçoit Murano dans le couloir de l'école et essaie de s'excuser pour plus tôt. Mais quand Murano l'ignore, il décide de lui laisser de l'espace. Peu après,
Migi détecte un autre parasite alien passif dans l'école et alerte immédiatement Shinichi. Effrayé, Shinichi le suit jusqu'à un escalier et exige de savoir ce que c'est et pourquoi il est là. Plutôt que de répondre, le parasite étrange se présente comme Shimada, dit qu'il veut être ami, puis part pour son premier cours. Pendant l'entraînement de gym, Shinichi retrouve Shimada dans un coin et lui demande si Tamiya l'a envoyé pour se débarrasser de lui. En réponse, Shimada lui donne une réponse très vague, mais jure sur sa mère qu'il ne cherche à nuire à personne dans son cercle social. Alors qu'il continue de parler de coexistence avec les humains, Migi interrompt soudainement, met fin à la conversation et dit à Shinichi de partir. Une fois assez loin, Shinichi demande à Migi pourquoi il a agi ainsi. Il lui dit que c'est parce qu'il va dormir et ne veut pas que Shimada découvre sa faiblesse, laissant Shinichi choqué. Peu après, Shinichi est près de la fenêtre du couloir, pensant à ce que Shimada lui a dit sur la coexistence avec les humains et se noyant dans sa haine des parasites. Quand Murano arrive soudainement pour parler sans réfléchir, Shinichi fronce accidentellement les sourcils et cela l'effraie. Pendant ce temps, Kana se persuade qu'elle est une voyante capable de sentir son âme sœur qu'elle pense être Shinichi. Mais, au moment où elle sent quelque chose de cette nature s'approcher, elle se retourne et réalise qu'elle a toujours senti Shimada. Elle s'excuse immédiatement pour la confusion, mais Shimada remarque tout de suite son don et essaye de l'entraîner dans un endroit privé pour lui parler. Heureusement, Shinichi est à proximité, donc il s'approche d'eux et fait fuir Shimada. Ensuite, Kana aperçoit Murano marchant derrière Shinichi et trompe Shinichi pour qu'il l'accompagne à la gare, ce qui rend Murano jalouse. En route vers la gare, Shinichi avertit Kana de ne pas faire confiance à ses pouvoirs aveuglément pour ne pas se retrouver avec des types dangereux comme lui, et Kana acquiesce. Quelques jours plus tard, Kana voit Shimada la suivre dans la rue, elle panique et essaie de fuir, mais elle tombe sur Mitsuo, qui comprend tout de suite. Connaissant Mitsuo, Kana lui demande de ne pas intervenir. Mais Mitsuo l'ignore et entraîne Shimada dans des toilettes d'un parc pour se battre, sans réaliser que Tachikawa les a vus. Là, Shimada l'assomme, lui dit de ne jamais l'approcher comme ça, puis s'en va. En sortant, il aperçoit Tachikawa, qui rougit en l'espionnant, et l'ignore. Plus tard à l'école, une amie de Tachikawa la voit cacher un portrait de Shimada qu'elle a dessiné la nuit précédente et se moque d'elle pour avoir le béguin. Gênée, Tachikawa couvre rapidement le dessin, mais la fille commence à parler de la beauté de Shimada, disant que son visage semble faux, ce qui intrigue un peu Tachikawa. Après l'école, deux détectives rendent visite à Shinichi chez lui avec le frère de Tachikawa, Haruki, comme artiste, pour discuter avec Yuki. Après les politesses, ils parlent des parasites, s'excusent pour la mort de Nobuko, lui montrent un croquis précis d'un parasite générique et lui conseillent d'éviter d'en parler en public. Après sa rencontre avec les détectives, Yuki invite Shinichi à descendre et lui raconte toute la vérité sur ce qui est arrivé à Nobuko. Bien qu'il le sache déjà, Shinichi reste silencieux et écoute. Pendant ce temps, Tachikawa rentre chez elle et trouve Haruki en train de dormir, et aperçoit le bizarre dessin de parasite dans son carnet. En le prenant pour l'examiner, Haruki se réveille immédiatement, le saisit et lui dit de s'éloigner. Après s'être excusé, Tachikawa lui montre le portrait de Shimada et lui demande si son visage lui semble étrange. Mais Haruki dit qu'il ne peut pas juger d'une image seule. Le lendemain à l'école, Tachikawa suit Shimada et recule horrifié en le voyant reconstruire son visage après un coup de baseball à grande vitesse. Pendant ce temps, Shinichi rencontre Murano dans l'escalier de l'école pour s'excuser de l'autre jour. Cependant, avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Mickey l'informe que Mitsuo et sa bande attirent Shimada quelque part pour le frapper. Horrifié, Shinichi abandonne son sac et se précipite vers l'endroit. Heureusement, avant que Shimada ne découpe Mitsuo et sa bande en morceaux, Shinichi arrive, grimpe la clôture de 3 mètres, choquant Shimada, et l'interpelle. Imperturbable, Shimada explique qu'il est la victime ici et défie Shinichi de se battre. Cependant, pour éviter d'exposer leur vraie nature, Shinichi promet de gérer le reste et dit à Shimada de partir. Après que Shimada s'exécute, il se tourne vers le chef de la bande de Mitsuo, Yanno, et lui dit de ne plus jamais s'en prendre à Shimada s'il tient à sa tête résistante à la logique. À cela, Yanno s'approche de Shinichi et essaie de le frapper. Quand Shinichi bloque facilement le coup, il réalise instantanément que lui et sa bande vont perdre s'ils se battent, donc il se retire immédiatement. Après l'altercation, Shinichi retourne à l'école où il trouve Murano tenant son sac à dos. Alors qu'il s'apprête à le récupérer, Shimada apparaît, ce qui le pousse à tirer Murano sur le côté pour la protéger. Après avoir repoussé Shimada avec colère, Shinichi revient à la normale et dit à Murano, qui demande ce qui ne va pas, que Shimada est une terrible ordure. En entendant cela, Murano lui dit d'arrêter de faire semblant d'être le Shinichi dont elle était tombée amoureuse. Confus, Shinichi essaie une fois de plus de la convaincre qu'il est le même. Mais lorsque Murano refuse toujours de le croire, il lui crie de se taire et la chasse. Le lendemain soir, Tachikawa passe plusieurs heures à suivre Shimada et est horrifiée de le voir changer son visage en plusieurs identités. En rentrant chez elle, elle demande à Ruki à propos du monstre laid qu'elle a vu dans son carnet.
Et Ruki lui raconte tout ce que les autorités savent à son sujet, y compris sa nature cannibale. En entendant cela, Tachikawa commence à trembler et essaye de se convaincre que son Shimada ne peut pas être un monstre mangeur d'hommes. Pour confirmer ses soupçons, elle organise un rendez-vous avec Shimada dans une salle de classe sombre le lendemain et s'arme d'une bouteille d'acide fort. Quand Shimada arrive, elle révèle tout ce qu'elle l'a vu faire et lui demande s'il est vraiment un monstre mangeur d'hommes capable de changer de forme. En entendant cela, Shimada tressaille et demande à Tachikawa si elle a dit quoi que ce soit à quelqu'un à son sujet. Quand elle dit que non, il transforme sa tête en sa véritable forme monstrueuse pour tenter de la faire taire. À cet instant, Migi sent l'intention meurtrière de Shimada et le dit à Shinichi. Furieux, Shinichi fait une scène en classe, choquant tout le monde, et sort pour confronter Shimada. Pendant ce temps, Shimada attaque Tachikawa de manière ludique et la plaque contre une table. Dans un acte désespéré, elle lui lance une bouteille, mais il la casse sans effort, éclaboussant la tête de son parasite. Cela commence immédiatement à brûler. Mais alors qu'il se tord de douleur, Tachikawa s'échappe par une fenêtre et se faufile le long du rebord. Rapidement, un groupe d'étudiants la voit accrochée au 3e étage. Pendant qu'il regarde, Shimada tend un tentacule par la fenêtre, la voit et attaque. Mais Tachikawa saute et tombe dans un arbre, ce qui amortit sa chute. Alors que les étudiants se précipitent pour l'aider, Shimada réalise qu'il ne peut plus reprendre son apparence normale et commence à paniquer. Pendant ce temps, Migi a du mal à le suivre à cause de sa tête déformée et se confond. Mais Shimada devient fou, les tranche en morceaux et continue de chercher sa prochaine victime. Peu après, 2 enseignants et un élève assistent au massacre, paniquent, informent le principal et commencent à renvoyer tous les élèves chez eux sans avertissement. Rapidement, plusieurs élèves de la classe de Murano s'échappent, mais quand Shinichi ne la voit pas parmi eux, il panique. À ce moment, Migi lui dit que Shimada est au 3e étage. Mais quand Shinichi arrive, il trouve un couloir rempli de cadavres et de sang et s'effondre, craignant que Murano ait déjà été tué. Grâce aux cellules de Migi, il reprend rapidement le contrôle, vérifie un corps féminin à proximité et pousse un soupir de soulagement en réalisant que ce n'est pas elle. Shinichi se précipite immédiatement pour aider, mais comme Murano est trop faible pour marcher, il leur dit de le suivre par le chemin où les autres ont été tués. Effrayé qu'il soit le monstre, les 2 gars s'enfuient. Mais alors qu'ils sortent du coin, Shimada les découpe en morceaux. En voyant cela, Shinichi prend Murano dans ses bras et court dans une salle de classe avec des fenêtres. Dès qu'il aperçoit Shimada qui s'approche, il saute par la fenêtre et continue de courir jusqu'à ce qu'il mette Murano en sécurité. Une fois la police et les services d'urgence arrivés, Shinichi remet Murano entre leurs mains, se cache discrètement et demande à Migi de l'aider à détruire Shimada. Se sentant partiellement responsable de ne pas l'avoir arrêté plus tôt, Migi lui dit de laisser la police s'en occuper. Après les avoir tous tués, Shimada titube jusqu'au toit de l'école pour s'échapper. Pour empêcher cela, Shinichi ramasse une petite pierre, grimpe sur un toit à 300 mètres et, avec l'aide de Migi, lance la pierre droite au cœur de Shimada avec une précision mortelle, le tuant instantanément. Alors que certains suggèrent d'informer le public sur les parasites, d'autres s'y opposent. Au milieu du tumulte, Yamato appelle à l'attention et propose d'apprendre au public à distinguer les humains des parasites sans révéler leur existence. Yamato appelle alors son collègue, le docteur Yui, à expliquer. Au cours des minutes suivantes, Yui discute de la physiologie et de l'anatomie des cadavres de parasites qu'ils ont collectés jusqu'à présent. Il révèle ensuite que le moyen le plus simple de distinguer un parasite d'un humain est d'arracher une mèche de cheveux et de l'observer. Si les cheveux restent immobiles, la personne est humaine. Mais s'ils bougent, c'est un parasite. Un matin, en se rendant à l'école, il croise Murano, qui le remercie de l'avoir sauvé, et les deux se réconcilient. Plus tard dans la nuit, en rêvant, Kana se retrouve dans un champ de fleurs, sous un ciel rouge, entouré de parasites. Juste au moment où il s'apprête à la dévorer, son prince charmant, Shinichi, arrive sur un unicorne parasite lumineux de Taemu et massacre les parasites avec une faux parasite qui sort de son bras, la sauvant. Ensuite, le duo enlève ses vêtements pour une raison quelconque et Shinichi la porte. Cependant, juste au moment où ils s'apprêtent à s'embrasser, Kana se réveille et réalise que Shinichi la rend folle. Plus tard ce matin-là, elle suit Shinichi sur le chemin de l'école. Mais Migi le prévient, ils ne peuvent pas encore faire confiance à Kana. Réalisant que c'est vrai, Shinichi avertit Kana de rester éloignée de ce qu'elle sent, craignant qu'elle ne croise un monstre, mais Kana ne le prend pas au sérieux. Frustré, il la plaque doucement contre une clôture et la prévient à nouveau. Mais en réalisant qu'il ne fait que l'effrayer, il s'excuse et s'en va. Peu après, Murano prend Kana à part pour parler de Shinichi. Elle demande à Kana si elle a remarqué quelque chose de différent chez lui, mais Kana admet qu'elle ne le connaît pas assez pour le dire.
Néanmoins, elle dit à Murano qu'elle aime le côté féroce de Shinichi et lui dit de surmonter ce qui la dérange si elle ne veut pas perdre Shinichi, puis s'en va en réalisant qu'elle a encore une chance. Entre-temps, 2 parasites arrivent dans une planque Yakuza et le plus fort s'approche du garde Yakuza qui commence immédiatement à lui aboyer de partir. Irrité, il frappe la tête du garde contre le mur, mettant fin à sa vie sur le champ. Puis, il entre dans la planque et commence sa série de meurtres. Les hommes Yakuza ripostent avec leurs armes et leurs épées, mais le parasite absurde les poignarde, les transperce, les frappe, les écrase et les découpe tous comme du beurre. À un moment donné, l'un d'eux enfonce son épée dans son bras, mais le parasite la pousse dehors, le poignarde à la tête et abat le reste sans difficulté. Une fois qu'il a terminé, il sort dans la foule rassemblée à l'entrée, couvert de sang, et s'enfuit. 3 personnes se mettent immédiatement à sa poursuite, mais le parasite se cache, enlève secrètement l'un d'eux et utilise ce gars comme son nouvel hôte. Plus tard dans l'après-midi, quand Shinichi entend les nouvelles de Tachikawa et Murano, il se demande qui ou quoi a pu faire ça, car il sait que les parasites ne tuent pas pour le plaisir. Quelques jours plus tard, Shinichi retrouve Murano pour un rendez-vous et regarde un film avec elle. Après, ils se détendent dans un café et Murano parle des rêves étranges qu'elle a encore à propos de l'incident Shimada. À cela, Shinichi fait une horrible blague sur la viande, ce qui met Murano mal à l'aise et rend leur conversation awkward. Après un bref silence, Shinichi quitte le café et emmène Murano se promener. Quelques instants plus tard, alors qu'il s'assoit pour se reposer, une mère devant eux gronde son fils pour son manque de respect. Mais alors qu'elle s'apprête à le frapper, elle s'arrête et s'en va. En voyant cela, Shinichi est frappé par des souvenirs de sa mère et commence à hyperventiler. Quand Murano remarque et lui demande ce qui ne va pas, il se calme, revient à la normale instantanément et continue de discuter avec elle. Plus tard dans la soirée, sur le chemin du retour, Shinichi embrasse enfin Murano pour la première fois et la laisse complètement inconsciente que Kana a tout vu. Plus tard dans la nuit, alors que le cœur de Kana se brise à cause de leur baiser, elle appelle Shinichi et lui demande de la rencontrer quelque part une dernière fois. Le lendemain, Shinichi arrive tôt à leur point de rendez-vous. Mais alors qu'il attend Kana, Migi sent environ 8 parasites aliens à proximité et le prévient. Choqué, le duo les suit jusqu'à un rassemblement politique, réalisant que l'homme qui fait le discours et se présente à la mairie, Hirokawa, est un parasite. Les 7 autres sont ses hommes de main et gardes du corps. Pendant que Shinichi les observe, l'un des parasites le repère mais l'ignore. Cependant, juste au moment où Shinichi s'apprête à partir, Kana apparaît soudainement pour leur rendez-vous. Quelques jours plus tard, Shinichi et Migi essaient de comprendre pourquoi un parasite se présente à la mairie. Le lendemain, Migi dit à Shinichi qu'il a détecté Kana émettant un faible signal parasitaire. En entendant cela, Shinichi panique un peu, remercie Migi et avoue qu'il a déjà essayé d'en parler à Kana, mais elle ne l'a pas cru. Avant que Migi ne réponde, Shinichi lui demande de l'aider à prouver la vérité à Kana, et Migi accepte. Le jour suivant, Shinichi se rend à la gare et appelle Kana pour se retrouver. Mais pour une raison quelconque, ça va directement sur la messagerie. Alors qu'il neige doucement, Kana quitte sa chambre et son téléphone après avoir ressenti une autre onde de Shinichi, et le suit immédiatement jusqu'à l'immeuble abandonné où ils se sont rencontrés. Malheureusement, en arrivant, elle voit un autre parasite se nourrir d'un cadavre et panique. Quand le parasite la repère, il s'arrête de manger et lui tranche le bras gauche. Mais alors qu'il s'approche d'elle, Shinichi arrive. En le voyant, Kana commence immédiatement à courir vers son prince charmant. Mais avant d'atteindre Shinichi, le parasite lui transperce la poitrine. Furieux, Shinichi arrache le cœur du parasite. Mais malheureusement, il est déjà trop tard. Kana meurt dans ses bras. Quelques jours plus tard, après les funérailles, Shinichi se promène pour se vider l'esprit. Pendant ce temps, Mitsuo s'approche de lui et le frappe pour être resté si calme après avoir vu Kana se faire tuer. Cependant, Shinichi le met à terre d'un seul coup et s'en va, inquiet de perdre bientôt toute son humanité. Quelques jours plus tard, Hirokawa et ses parasites, avec Tamiya, se réunissent dans une pièce secrète pour discuter des conséquences de l'incident entre Kana et l'un des leurs. Alors qu'ils essaient de comprendre qui, Tamiya prépare une présentation et présente Shinichi Izumei ainsi que sa symbiose avec Migi comme leur John Doe. En voyant cela, Hirokawa suggère de le tuer immédiatement, mais Tamiya le convainc de la laisser d'abord enquêter. En sortant, Tamiya reçoit un appel du détective privé qu'elle a engagé pour enquêter sur Shinichi, Shiru, et apprend qu'il n'a rien trouvé d'utile.
Elle lui demande de continuer l'enquête, raccroche et décide d'engager des hommes de main pour pousser Shinichi à bout. Le lendemain, ces hommes de main s'en prennent à Shinichi dans un endroit isolé, mais il les bat facilement et apprend qu'une femme les a engagés sans savoir que Shirou les observe et les enregistre. Peu après, à la porte de l'école, Tachikawa s'approche de Murano, lui dit que Shinichi a été le premier à trouver le corps de Kana et exprime son inquiétude sur son calme étrange après avoir vu une telle scène. Bientôt, Shinichi arrive pour voir sa petite amie. En le voyant, Tachikawa s'enfuit et Murano, qui a peur du comportement étrange de Shinichi, l'évite et s'en va aussi. Plus tard dans l'après-midi, Tanya retrouve Shiro dans un café, regarde l'enregistrement de son combat, puis lui demande s'il a remarqué quelque chose d'étrange sur la main droite de Shinichi. Quand Shiro dit non, Tamiya réalise qu'il s'est passé autre chose pour rendre Shinichi si fort. Au crépuscule, Shinichi réfléchit à la réaction de Murano plus tôt dans la journée, tandis que Migi surfe sur Internet et déplore son incapacité à pleurer ou à exprimer sa tristesse, ce qui crée une distance entre eux. Quand Migi lui dit de passer à autre chose, Shinichi cesse de se plaindre, obtient la permission de Yuki de partir, et retourne à l'immeuble où Kana a été tué pour essayer de se souvenir de ce qu'il a ressenti à sa mort. Il n'est toujours pas conscient que Shirou le suit. En se promenant dans le bâtiment et en expliquant ses pensées à Migi, Shirou, qui les a enregistrées tout ce temps, aperçoit Migi dans sa caméra et panique. À cet instant, Migi le remarque aussi et tente immédiatement de le tuer, mais Shinichi le retient et crie à Shirou de fuir. Alors que Shirou court vers la porte, Migi se détache de Shinichi et tranche la main de Shirou, mais c'est trop léger pour l'achever et retourne dans le corps de Shinichi. Irrité, Murano lui tourne le dos et lui dit qu'elle ne parlera pas s'il ne s'ouvre pas. Au début, Shinichi panique, craignant de perdre son amour, mais il se calme et lui assure qu'il va bien, la regardant s'éloigner. Entendant cela, Migi dit à Shinichi qu'il a changé d'avis sur le meurtre de Shirou, ayant vu à quel point Shinichi déteste tuer, et décide de travailler avec leur seul allié, Uda, pour enquêter sur ceux qui ont engagé Shirou. Pendant ce temps, Shirou retrouve Tamiya à leur point de rendez-vous habituel et commence à s'agiter comme un drogué en racontant ce qu'il a vu l'autre nuit. Après l'avoir calmé, Tamiya le paye, puis le renvoie sur le champ. Mais Shirou refuse de laisser tomber et crie pour demander à Tamiya de lui dire qui est vraiment Shinichi. Rien que Tamiya l'ignore et s'en va. Mais alors que Shirou essaye de la suivre, il trébuche et tombe. Quelques instants plus tard, en rentrant chez elle, Tamiya ressent une envie naturelle de rire, ce qui est étrange car elle n'a jamais ressenti cela avant. Réalisée que c'est à cause de la chute de Shirou, elle éclate de rire comme un clown. Le lendemain, Shinichi piège Shirou, qui continue de le suivre, pour l'amener dans un coin, puis il l'attrape et fait conduire Uda jusqu'à un bâtiment abandonné. Là, Shinichi lui parle des parasites dans son existence pendant qu'Uda se tient à côté, affichant une aura négative. Après cette longue histoire, Shinichi demande à Shirou de garder leur existence secrète. Mais comme Shirou a un QI de température ambiante, il se met à parler et exige que Shinichi se rende comme cobaye pour aider l'humanité. Irrité, Migi, avec le parasite d'Uda, apparaît, l'effraie et évoque la sympathie de Shirou en lui racontant tout ce que Shinichi a vécu, ce qui semble étrange à Shinichi car cela sonne un peu émotionnel. Une fois terminé, Migi demande à Shirou de révéler l'identité de son client. Quand Shirou refuse, il lui assure que si le nom du client est Tamiya ou quelque chose de similaire, alors elle est un parasite, laissant Shiro choqué. Plus tard dans la nuit, Tamiya appelle Shinichi, le choquant, et lui demande de la rencontrer le lendemain sur le toit d'un bâtiment universitaire. Le lendemain matin, à leur arrivée à l'université, Tamiya est vue à l'intérieur, écoutant avec son bébé une conférence d'un professeur sur l'altruisme et ses liens avec l'ADN humain. Après la conférence, elle porte son bébé, retrouve Shinichi sur le toit, remarque son changement de personnalité et lui demande comment il a réussi à mélanger les cellules de Migi. Plutôt que de répondre,
Shinichi exige de savoir ce qu'il prévoit en élisant un monstre comme maire. Bien que Tamiya prétende ne pas savoir, elle dit à Shinichi que le grand plan est de coexister avec les humains. Fatigué d'entendre les mêmes absurdités, Shinichi lui rappelle que Shimada lui a dit la même chose avant de devenir fou. En entendant cela, Migi commence à argumenter pour qu'il arrête d'être idiot. Mais juste à ce moment, Shirou abandonne, remet la carte mémoire à Migi, qui la détruit, s'excuse auprès de Shinichi et s'en va. Plus tard dans la nuit, alors que Shinichi s'enfonce dans l'inquiétude de la guerre qui s'annonce, Mickey lui rappelle leur victoire précédente, lui faisant réaliser qu'ils ont une chance de se battre. Le lendemain, Tamiya et un groupe de parasites se réunissent pour discuter de leur ennemi commun, Shini. Pendant que les autres veulent éliminer Shinichi pour une raison quelconque, Tamiya s'y oppose. Ce sentiment étrange déplaît à l'un des parasites, Kusano, qui commence à blâmer son bébé pour un mauvais jugement. Mais finalement, tout le monde conclut que Shinichi doit être chassé et tué pour la sécurité de tous. Au crépuscule, Shirou rentre chez lui, trouve sa femme et sa fille grotesquement assassinées par des parasites et s'effondre en larmes. Plus tard, Shinichi fait un cauchemar où il rencontre une version hideuse de Migi dans son subconscient et crie en se réveillant. Quelques heures plus tard, à l'école, Migi sent qu'un parasite s'approche pour les attaquer et en informe Shinichi. Shinichi se prépare immédiatement à les combattre, pensant qu'il n'y en a qu'un. Mais au moment où Mickey révèle qu'il y en a 3, Shinichi grimpe la clôture de l'école et court aussi vite qu'il peut jusqu'à les perdre. En se cachant, Shinichi et Migi discutent d'un plan pour éliminer les 3 parasites. Malheureusement, alors qu'il s'apprête à revenir, Migi s'endort, laissant Shinichi sans défense pendant les 4 heures suivantes. Effrayé pour sa vie, Shinichi prend le train et un taxi pour se cacher à la périphérie de la ville. Mais quelques secondes après être descendu du taxi, un parasite nommé Mickey arrive en taxi et s'approche de lui en faisant des emotes de Fortnite. Voyant cela, Shinichi prend la fuite et parvient à monter dans le camion d'un vieux homme qui roule sur l'autoroute. Peu après, il descend sur une route isolée entourée de forêts et baisse sa garde, pensant que Mickey a abandonné. Quand Mickey le rattrape dans un autre camion, Shinichi réveille Migi pour se battre, seulement pour découvrir que le corps de Mickey est en réalité une combinaison de 3 parasites. Alors qu'il regarde, Mickey transforme ses bras et commence à parler de la biologie incroyable de Shinichi, rit comme un fou et les attaque à grande vitesse. Au début, Migi et Shinichi bloquent et esquivent respectivement. Cependant, au moment où Migi réalise qu'ils ne peuvent pas battre Mickey avec cette stratégie, il se retire et demande à Shinichi de fuir avant qu'ils ne s'arrêtent enfin pour reprendre leur souffle. Là, Shinichi demande à Migi s'il a déjà compris où les parasites de Mickey sont répartis dans son corps, suggérant que ses jambes pourraient être son point faible. Bien que Migi admette qu'il a du mal, Migi arrive dans le même camion et trébuche en sautant. En le remarquant, Shinichi informe Migi, et Migi lui dit qu'ils vont attaquer les jambes de Mickey pour voir si cela le fera tomber. Au moment où Migi les attaque, Migi bloque, plonge et tranche sa jambe seulement pour réaliser qu'ils avaient tort. À ce moment-là, Mickey essaie de mettre Shinichi hors d'état. Mais grâce à l'armure de l'intrigue, ses tentacules se heurtent en plein vol, donnant à Shinichi suffisamment de temps pour sortir de sa portée. Quelques secondes plus tard, Mickey s'approche de Shinichi à nouveau pour l'achever. Mais cette fois, Shinichi court dans la forêt tout en discutant de l'anatomie de Mickey avec lui et s'arrête quelque part avec assez d'espace et d'arbres pour se battre. Étant donné tout ce qu'il a appris sur Mickey, Migi dit à Shinichi qu'ils vont esquiver les attaques de Mickey en utilisant les mêmes techniques pendant un moment. Puis, une fois qu'ils auront une ouverture, ils lanceront une attaque surprise et le décapiteront pour le finir. Juste à ce moment-là, Mickey apparaît et les attaque. Mais Shinichi suit la stratégie de Migi, esquivant et se déplaçant jusqu'à ce qu'ils parviennent enfin à le décapiter. Immédiatement après, le parasite dans la main droite de Migi se transforme en une nouvelle tête, tandis que l'ancien parasite de tête remplace le bras droit. Au moment où Migi réalise qu'il y a 5 parasites dans son corps, et non 3, le parasite de tête finit par se transformer en l'un des gardes du corps de Hirokawa, Gotou, unifie les 4 parasites restants et attaque Shinichi. Après avoir esquivé l'attaque initiale, Shinichi panique en voyant à quel point Gotou est agile et se met à courir, tandis que Migi bloque et dévie toutes les attaques de Gotou en le suivant. Lorsqu'ils atteignent la route, Migi s'accroche à un camion et tire Shinichi pour s'échapper. Peu de temps après, Gotou les rattrape et Migi engage immédiatement le combat, seulement pour réaliser qu'il ne peut pas le vaincre. Pour s'en débarrasser, Migi étend ses tentacules dans le camion, le fait dévier près d'un camion qui arrive et fait percuter Gotou contre leur véhicule avant de continuer à avancer. De retour en ville, Shirou est dans une salle d'interrogatoire au poste de police, demandant l'enquêteur principal du dossier contre les parasites, Hirama. Lorsque son assistant arrive et lui demande des nouvelles des parasites, le pauvre Shirou panique et commence à crier. Quelques instants plus tard, Shinichi et Migi arrivent dans une ville voisine, se détendent dans une ruelle et discutent de changer de vêtements et de prendre un repas. Plus tard dans la nuit, en dînant dans un café, Shinichi apprend la tragédie familiale de Shirou par les nouvelles
et réalise immédiatement que la vie de son père est en danger. Il arrête alors de manger, appelle Yuki dans une ruelle et le convainc de quitter la maison sur le champ. De retour au poste, Shiro rencontre enfin Hirama, qui le convainc de remettre toutes les informations qu'il a sur les parasites. Mais avant de le faire, Shiro demande à être emmené dans un endroit agréable pour se calmer d'abord. Le lendemain, Tamiya retrouve Kusano et les 2 parasites envoyés pour éliminer Shiro et sa famille, les insulte pour avoir échoué. Il les condamne pour avoir sous-estimé une nation entière d'humains, laissant Kusano très amer. Plus tard dans la soirée, Hirama et son assistant visitent l'hôtel de Shiro pour discuter à nouveau de l'affaire. Bien que Shiro soit absent, ils découvrent son carnet, qui contient un rapport détaillé sur Tamiya, Hirokawa, leur réseau de parasites au sein de la mairie, et son prétendu partenaire. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Shiro suit actuellement Tamiya et prévoit de se venger d'elle pour l'avoir entraînée dans ce monde dangereux. Au crépuscule, alors que Tamiya approche de son appartement, elle sent Kusano et 2 autres parasites la traquer avec une intention meurtrière et les mène dans un endroit isolé pour se battre. Cependant, avant que le combat ne commence, elle confirme d'abord qu'ils agissent seuls, puis se lance dans un long discours pour les remercier de lui prouver que les parasites peuvent avoir des différences individuelles comme les humains. Une fois qu'elle a fini, l'acolyte masculin de Kusano, Maisawa, attaque Tamiya avec sa faux. Mais Tamiya se défend et saute dans un bâtiment inachevé pour s'échapper. Maisawa, avec Kusano et le dernier parasite, Hikawa, la suit immédiatement et la coince. Maisawa coupe alors le seul tentacule de Tamiya et baisse sa garde, pensant avoir gagné. Cependant, Tamiya implante le tentacule coupé dans son corps et s'enfuit en riant comme la méchante sorcière de l'Ouest. Kusano se lance immédiatement à sa poursuite, mais Hikawa reste en arrière et regarde le pauvre Maisawa se tordre de douleur alors que le tentacule coupé de Tamiya parcourt tout son corps. Quelques instants plus tard, lorsque Kusano aperçoit Tamiya se fendre la tête et effrayer un couple au hasard avant de s'enfuir à nouveau, il conclut qu'elle est au-delà de tout espoir et doit mourir. De retour dans le bâtiment inachevé, le tentacule de Tamiya force Maisawa à maintenir Hikawa au sol. Puis, après lui avoir infligé plus de douleur, il le tue et infiltre aussi le corps de Hikawa. Peu après, Kusano retrouve Tamiya dans le bâtiment inachevé, seulement pour découvrir Hikawa se tordant comme un faux ensemble Lego de Temu. En réalisant qu'il a également été infecté par le tentacule de Tamiya, il l'attaque immédiatement, pensant qu'elle est contrôlée par Tamiya, et finit par la découper. Ensuite, il défie Tamiya de sortir, mais Tamiya s'approche dangereusement de lui et le décapite, le laissant choqué. Avec quelques secondes à vivre, Kusano attaque Tamiya, mais elle le repousse, récupère son tentacule et s'en va. Quelques instants plus tard, lorsqu'elle rentre chez elle, elle réalise que son bébé a été enlevé et trouve une note de Xiru lui disant de le rencontrer dans un parc le lendemain si elle veut le récupérer. Très tôt le lendemain, Tamiya s'introduit chez Shinichi, fouille l'ordinateur de ses parents et, en consultant leurs anciennes photos de famille, appelle Shinichi pour lui demander de la retrouver au parc afin qu'elle puisse lui donner quelque chose. Après l'appel, Murano sonne à la porte pour vérifier Shinichi, qui est absent de l'école, seulement pour réaliser que personne n'est à la maison comme d'habitude. Alors qu'elle s'apprête à partir, Tamiya sort de la maison et Murano lui demande immédiatement si elle sait où se trouve Shinichi. Lorsque Tamiya dit non, Murano lui demande alors si elle sait dans quel pétrin Shinichi s'est mis. Impressionnée de voir Murano si inquiète pour lui, Tamiya la rassure en disant que Shinichi est fort et reviendra, puis s'en va. Plus tard dans la journée, alors qu'elle rentre chez elle, Murano aperçoit Shinichi dans un bus qui passe juste à côté d'elle par hasard et se met immédiatement à courir après lui jusqu'à l'arrêt de bus suivant. Alors qu'elle se promène, se demandant où Shinichi pourrait bien aller, elle aperçoit Tamiya essayant de prendre le bus et s'approche d'elle. Au moment où Tamiya la voit, elle s'enfuit. Et bien que Murano la poursuive, elle perd Tamiya en un clin d'œil. À peu près au même moment, Hirama et ses détectives font une descente dans l'appartement de Tamiya et trouvent la note de Shiro. Pendant qu'ils mobilisent leurs forces, Tamiya arrive au parc, aperçoit Shiro gardant son bébé et l'appelle, sans se douter que Shi, Nichi et Murano viennent d'arriver aussi. Après les politesses, Tamiya dit à Shiro qu'elle comprend pourquoi il agit si irrationnellement. Mais Shiro s'en prend à elle, lui disant qu'elle n'est pas et ne sera jamais humaine, puis menace de tuer le bébé juste pour voir si elle continuera à prétendre être humaine. Cela dit, il s'approche de la balustrade et fait semblant de jeter le bébé de Tamiya par-dessus. Cependant, Tamiya lui plante un couteau dans la poitrine, récupère son bébé et regarde Shiro, surpris, glisser et tomber de plusieurs pieds. Rapidement, Hirama et son armée de détectives arrivent au parc et localisent le corps de Shiro accroché à la vie. Il se précipite pour le tenir, ordonne à ses détectives de fouiller tout l'endroit à la recherche de parasites et demande à Shiro de lui dire le nom du partenaire de Tamiya. Malheureusement, avant que Shiro puisse prononcer le nom de Shinichi, il meurt, laissant Hiromol avec encore plus de questions. Alors qu'il continue à chercher Tamiya et son bébé, Shinichi apparaît devant Tamiya dans le même parc comme promis. En le voyant, Tamiya commence immédiatement à dire à Shinichi qu'elle a découvert un moyen pour les parasites de survivre sans manger d'humains. Mais alors que Shinichi la rejette, Hirama et ses hommes apparaissent et les entourent.
Lorsque Hirama aperçoit Shinichi à côté de Tamiya, il pousse un cri de choc et commence immédiatement à soupçonner qu'il cache quelque chose de dangereux. Cependant, comme ce n'est pas la raison pour laquelle il est là, il se concentre sur Tamiya pour l'instant et l'accuse d'avoir tué Shiru, mais Tamiya nie tout. Après le passage de Shinichi, Hirama confirme ses soupçons et se concentre à nouveau sur Tamiya. Il lui pose quelques questions, puis lui et ses hommes dégainent leurs armes et visent son torse. Pour une raison quelconque, Tamiya montre de l'émotion et supplie Hirama d'arrêter, mais il lui tire dans le front. Après que Tamiya ait refermé la plaie et craché la balle, Hirama ordonne à ses hommes d'ouvrir le feu. Pendant les secondes suivantes, tous les détectives dans le parc tirent sur elle. Pendant ce temps, Murano, toujours dans le parc, entend les coups de feu et commence à courir, incapable de continuer à s'inquiéter pour Shinichi, mais l'âme de Kana la ramène. Pendant ce temps, Tamiya étend ses cheveux pour protéger son bébé des balles, quelque chose que les parasites n'avaient jamais fait auparavant, et s'approche lentement de Shinichi pour avoir une dernière conversation. Quand Shinichi a peur et essaie de fuir, elle se transforme en sa mère et le regarde avec le même regard aimant que sa mère lui donnait, ce qui le pousse à rester. Une fois assez proche, couverte de blessures par balles, elle reprend son visage d'origine et le détective cesse de tirer pour ne pas toucher Shinichi. Peu après, elle déplore à quel point sa curiosité l'a rendue étrange, à la fois en tant que parasite et en tant qu'individu, remet son bébé à Shinichi et le remercie de l'avoir aidé à comprendre l'un des plus grands mystères de l'humanité, qui est la maternité. Après que Shinichi ait pris le bébé, elle le remercie pour son aide, ce qui choque Migi, réfléchit à la signification de sa courte vie humaine, puis s'effondre et meurt de ses blessures. Pendant que Migi peine à comprendre pourquoi Tamiya a ainsi capitulé, le bébé commence à pleurer abondamment, poussant Shinichi à compatir et à se remémorer chaque beau, triste et émotionnel souvenir qu'il a eu depuis l'arrivée de Migi. Après cela, Shinichi est si triste qu'il pleure enfin à nouveau. À ce moment-là, Murano arrive et pleure de joie en réalisant que son homme est de retour et en meilleure forme. À la suite de toute cette épreuve, les détectives font des analyses, préservent la scène de crime et remettent le bébé de Tamiya aux services sociaux. Quant à Shinichi, il le ramène au poste pour un examen médical pendant que Murano retourne à l'école comme d'habitude. Quelques jours plus tard, après avoir réussi ses examens médicaux en tant qu'humain, Shinichi rend visite à son père dans une petite pièce et discute avec lui. Pendant ce temps, Hirama et ses détectives conduisent un étrange tueur en série nommé Uragami, qui a le même super pouvoir que Kana, vers une salle de téléphone pour observer un groupe de personnes derrière une vitre et identifier lequel d'entre eux est un parasite. Après l'avoir installé, Hirama demande à l'un de ses médecins d'appeler Shinichi dans une salle d'attente pour rejoindre 4 autres humains aléatoires qui seront également observés par Uragami. Une fois le test commencé, Hirama fait entrer la première personne, un gros loser, mais Uragami le détecte immédiatement comme un fraudeur et l'envoie balader. Ensuite, Hirama envoie un méchant dans la pièce. Mais plutôt que de l'observer, Uragami se soulage et fait peur à la dame. Une fois qu'elle part, Uragami continue de chasser les autres jusqu'à ce que Shinichi entre. Au moment où Uragami croise son regard, son visage fou et drôle disparaît immédiatement et il lance à Shinichi un regard de mort. En le voyant, Shinichi commence à paniquer et à transpirer, effrayé qu'Uragami découvre qui ou ce qu'il est vraiment. Cependant, comme Migi dort profondément, Uragami n'est pas vraiment capable de déterminer exactement ce que Shinichi est, alors il dit simplement à Hirama et à ses hommes que Shinichi est un humain normal avec des yeux vides et sans âme. Après l'interrogatoire, Hirama et ses collègues conduisent Yuki et Shinichi à un hôtel où ils resteront jusqu'à nouvel ordre. Après que Yuki soit entré dans le bâtiment, Shinichi demande à Hirama ce qu'il advient du bébé de Tamiya, mais Hirama lui dit qu'il sera placé en famille d'accueil une fois qu'il aura été prouvé qu'il est humain. Plus tard dans la journée, lorsque Migi se réveille, Shinichi lui parle d'Uragami et admet qu'il a peur qu'Hirama et ses détectives découvrent bientôt son secret. Pendant ce temps, Hirama et son assistant assistent à une réunion à huis clos entre le directeur général de la police et un nouveau commandant de la task force d'extermination des parasites, Yamagishi, pour discuter d'une nouvelle opération qu'ils lanceront pour infiltrer et détruire tous les parasites dans le bâtiment de Hirokawa. Après les politesses échangées, Hirama suggère d'utiliser Uragami comme système de détection pour scanner les parasites dans leur opération. Bien que Yamagishi lui permette, il assure à Hirama qu'ils ont développé un système de capteur à rayon X spécial capable de scanner les parasites avec précision. Le lendemain, à l'école, Shinichi retrouve Murano et tout le monde obtient un nouveau record sur les pistes et montre accidentellement sa cicatrice à ses collègues. Après les cours, Murano le retrouve dehors et s'assoit avec lui pour se remémorer toutes les choses folles qui se sont passées ces dernières semaines. Peu après, Hirama apparaît devant Shinichi et demande son aide pour que l'humanité puisse gagner. Mais Murano craque, refusant de laisser Shinichi retourner du côté obscur et s'en va. Au crépuscule, Hirama emmène Shinichi voir Yamagishi et les présente. Ensuite, Yamagishi demande à Shinichi des armes efficaces qu'ils peuvent utiliser pour combattre les parasites. Au début, Shinichi conseille d'utiliser des lance-flammes, car c'est ce que Migi lui avait conseillé plus tôt.
Mais Yamagishi rit et décide d'utiliser des fusils à pompe à la place. Le lendemain, Yamagishi et Arawa mobilisent leur task force vers le bâtiment de Hirokawa et les entourent en quelques minutes, sachant très bien que Hirokawa, Gotou et leurs sbires sont à l'intérieur. Une fois leurs capteurs spéciaux prêts, Yamagishi ment à tout le monde en disant qu'un tueur en série s'est enfermé dans le bâtiment, puis leur ordonne de se rassembler dans le hall d'entrée et d'attendre là pour une évacuation ordonnée. Pendant ce temps, il envoie tous ses hommes infiltrer le bâtiment et se cacher en attendant des surprises. Une fois cela réglé, Hirama place Orogami devant un écran pour observer quiconque se présentant et, avec Shinichi là, lui demande s'il peut identifier des parasites dans la foule du hall principal. Pendant qu'Uragami travaille là-dessus, Yamagishi demande à l'un de ses hommes de faire passer 7 personnes à travers leur système de capteurs pour pouvoir les scanner avec des rayons X à la recherche d'anomalies. Après avoir scanné les premiers humains sans succès, ils identifient leur premier parasite, l'isolent de la foule et lui tirent dans la poitrine, la tuant. Peu après, Yamagishi demande à ses hommes de récupérer le corps discrètement, puis leur dit de faire croire que le coup de feu venait du tireur. Alors que l'évacuation se poursuit, Yamagishi reçoit un appel de Hirama qui veut envoyer Uragami dans le bâtiment pour continuer les recherches. Pendant que Yamagishi lui donne son accord, Hirokawa rejoint les hommes de Yamagishi dans le hall d'entrée et essaye de les convaincre de remonter pour aider d'autres personnes piégées. Peu après, un autre parasite a un chef de garde avec 2 autres personnes à l'extérieur pour étudier comment Yamagishi et son équipe peuvent les distinguer des humains normaux, s'assurant qu'ils se rangent en ligne pour tromper la machine. Pendant qu'elle observe la machine, la manipulatrice, Yui, panique et avertit tout le monde de rester en file. Dans la fusillade, l'équipement de Yamagishi est touché par des balles de fusil à pompe et tombe en panne, forçant les autres gardes à tirer sur le parasite femelle et à la renvoyer dans le bâtiment. Alors que la panique s'installe à l'intérieur, un des parasites cachés dans la foule tue quelques personnes pour créer une distraction pendant que Hirokawa, Gotou et leurs hommes retournent dans le bâtiment. Peu après avoir neutralisé le parasite, Yamagishi entre avec sa propre équipe d'intervention, tire au plafond, ordonne à tout le monde de s'allonger et menace de tirer sur quiconque se relève. Un des civils essaie de lui désobéir, mais Yamagishi le descend et déploie immédiatement son équipe dans le bâtiment pour continuer la recherche. Lorsqu'ils atteignent le sombre 10e étage, Yamagishi divise son équipe personnelle en 2 et demande à Uragami d'accompagner l'autre équipe pour l'aider à identifier l'ennemi à temps. Peu après, l'autre équipe de Yamagishi tombe sur les conséquences d'un massacre impliquant des parasites et une 3e équipe, envoyée plus tôt, et informe Yamagishi. Ensuite, il tombe sur un parasite qui fait semblant d'être humain et hésite à lui tirer dessus un instant, malgré les ordres d'Uragami. Quand ils finissent par se décider, ils tirent sur le parasite au bras, puis le poursuivent jusqu'à l'escalier et l'achèvent. Quelques secondes plus tard, ils croisent Gotou et demandent à Uragami de le regarder pour confirmer s'il est aussi un parasite. Au moment où Uragami plonge son regard dans les yeux de Gotou, il pousse un cri et s'enfuit. Pendant que l'assistant de Hirama le poursuit, Gotou entraîne les 5 autres hommes dans une grande pièce. Là, Gotou leur donne 2 minutes pour lui tirer dessus et ils déchargent tous leurs chargeurs sur lui. Quand il manque de balles, Gotou, dont le corps est criblé de balles, rassemble tous les projectiles dans son bras et les renvoie à une vitesse si élevée qu'ils détruisent l'armure du policier et les tuent tous. Peu après, Yamagishi apprend la folie de Gotou par son assistant et se dirige vers l'aile du conseil, seulement pour trouver Hirokawa qui les attend. Confus, ils informent Yamagishi de la situation et demandent ses ordres, mais Yamagishi leur dit d'éliminer Hirokawa dès que possible. Cependant, avant que cela n'arrive, Hirokawa appelle les hommes et leur fait un long discours sur l'impact parasitaire de l'humanité sur la planète, arguant qu'un grand appel est nécessaire pour préserver la Terre. Les soldats, Hirama et même Shinichi écoutent avec une grande admiration et curiosité, se demandant qui est vraiment Hirokawa. Hirokawa, de son côté, continue de s'en prendre aux soldats comme s'ils avaient violé sa femme jusqu'à ce qu'ils en aient assez de ces absurdités et le descendent. Après sa mort, il se précipite pour vérifier son corps. Mais en découvrant qu'Hirokawa était en réalité humain, Gotou entre dans la pièce, rend hommage à Hirokawa et se bat contre les soldats. Pendant ce temps, l'assistant de Hirama, qui est dans le bâtiment avec Uragami, trouve les corps des 5 soldats que Gotou a grotesquement massacrés plus tôt. Il détourne son regard d'Uragami et s'effondre de chagrin. Pendant qu'il est distrait, Uragami saisit un des fusils à pompe des soldats tombés, lui tire dans la poitrine, le tuant et s'échappe. Juste après avoir décimé les soldats,
Gotu passe à l'offensive et commence à chercher sa prochaine proie. À ce moment-là, Mickey avertit soudain Shinichi de se tirer de là, affirmant que les humains ont déjà gagné. Plus tard dans la nuit, Shinichi fait un cauchemar où Hirama l'accuse d'avoir causé l'effondrement de l'humanité. Puis il aperçoit la tête de Yamagishi dans les buissons. À ce moment-là, il se réveille en sursaut, hyperventilant, se calme et demande à Migi si Gotu va vraiment venir les chercher. Il découvre seulement quelques secondes plus tard que Migi s'est endormi. Terrifié, il commence à courir aussi vite qu'il peut, en hallucinant Gotu, qui apparaît et le tue dans la rue, et il s'en prend à deux types qui essaient de l'intimider sur le trottoir. Ce soir-là, il croise Murano sur le chemin du retour. Il se rabaisse en se traitant de loser pathétique et la serre trop fort dans ses bras, mais Murano le repousse avant qu'il ne puisse l'étouffer. Plus tard dans la nuit, Murano le retrouve au parc, visiblement inquiète, et l'invite à passer le reste de la nuit chez elle. Là, Shinichi lui enlève ses vêtements, lui donne un doux baiser et prend sa virginité dans une scène digne d'un Oscar. Après avoir donné à Murano la fin heureuse qu'elle mérite, Shinichi, qui décide enfin de se battre contre Gotu et de survivre pour Murano, lui avoue son amour, touchant Murano au point qu'elle se lance tout de suite pour un deuxième round. Le lendemain matin, alors que Shinichi rentre chez lui, Migi sent Gotu qui conduit à proximité, l'informe et lui ordonne de fuir. Avec Migi au volant, il traque Gotu sur une route de montagne et percute sa voiture. Après que Gotu ait survécu à l'accident, Migi demande à Shinichi de courir dans la forêt pour mettre de la distance entre eux. Une fois suffisamment éloignés, il lui ordonne de s'arrêter pour qu'il puisse élaborer un plan avant que Gotu ne les rattrape. Mais Shinichi commence à hyperventiler. Voyant cela, Migi l'aide à se calmer, puis lui explique son plan. Peu après, alors que Gotu s'approche, Migi se détache du bras droit de Shinichi et se cache dans les branches des arbres, tandis que Shinichi se cache dans les buissons. Comme Gotu ne peut pas sentir la présence de Shinichi, il se dirige directement vers l'emplacement de Migi dans les arbres et commence à trancher tout autour de lui, s'attendant à une contre-attaque. Quand rien ne se passe, il s'ennuie et commence à chercher Shinichi sans même réaliser que Shinichi est juste derrière lui. Au moment où il commence à confronter Shinichi pour qu'il se montre, Migi donne le signal à Shinichi, qui allume un pieu en bois avec son briquet, pendant que Migi se jette sur Gotu et le lance vers ses jambes. Face à cette exposition soudaine au feu, les autres parasites dans le corps de Gotu commencent à trembler de manière désordonnée. Dans cette fenêtre, Migi tente de décapiter Gotu, mais échoue à couper complètement. Voyant cela, il essaye immédiatement à nouveau, mais cette fois, Gotu le maintient et essaye de rattacher sa tête. À cela, Shinichi se précipite immédiatement en avant pour aider. Mais alors que Gotu lui tranche le front, Migi coupe la jambe de Gotu et ordonne à Shinichi de l'abandonner et de se sauver. Réalisant que Migi a raison, Shinichi court aussi vite qu'il peut, laissant pauvre Migi derrière lui, alors qu'il se ratatine et meurt d'être éloigné d'un hôte trop longtemps. Après avoir couru encore quelques minutes, Shinichi tombe dans une rivière, nage jusqu'à la rive et pleure la mort de Migi. Au crépuscule, il erre jusqu'à la maison d'une vieille femme qui remarque sa blessure au front et l'invite à entrer pour la soigner. Après l'avoir soignée, elle sert à Shinichi un dîner, se présente comme Mitsuyo et le convainc de rester pour la nuit. Le lendemain, elle l'emmène faire le tour, lui montre le dépotoir de la ville qui pollue leur petite ville et le fait rester quelques jours de plus. Un jour, Shinichi conclut qu'il partira pour la ville le lendemain pour retrouver son père et lui parler de Migi, de son intelligence et de son courage. Au crépuscule, Shinichi voit un Migi plus petit et plus étrange dans ses rêves à nouveau et lui dit qu'il cherche un ami perdu depuis longtemps. Le Migi étrange lui demande alors à quoi ressemble son ami, mais Shinichi lui dit qu'il lui ressemblait. Au fur et à mesure que le rêve progresse, Shinichi se réveille en sursaut, appelant le nom de Migi, et fond presque en larmes de joie en voyant un petit œil globuleux sortir de son bras droit. Mais malheureusement pour lui, l'œil disparaît rapidement. Le lendemain matin, un homme du village aperçoit Gotu en train de se nourrir sur l'un de ses amis dans la forêt, court pour sauver sa vie et alerte immédiatement les autres. Peu après, ils se rassemblent tous autour de la maison de Mitsuyo pour blâmer Shinichi d'avoir tué leur homme. Mais l'homme qui a vu Gotu devient fou et les rassure que le monstre ne ressemblait en rien à Shinichi. Plus tard dans la nuit, alors que Mitsuyo dit à Shinichi que certains villageois prévoient de traquer le monstre, Shinichi lui explique qui est vraiment le monstre, y compris pourquoi il est là dans leur ville, et se condamne pour leur avoir apporté du chagrin. Tandis que Mitsuyo le fixe, Shinichi se lamente sur tous les amis qu'il a perdus en chemin, tout ça parce qu'il veut égoïstement survivre, et dit à Mitsuyo qu'il risque sa vie pour affronter le monstre. Cependant, Mitsuyo passe quelques minutes à lui faire la leçon sur pourquoi il avait raison de vouloir vivre. À la fin de son discours, Shinichi se lève pour partir, prend son couteau de cuisine et court dans la forêt pour affronter Gotu. Après avoir traversé les buissons sombres pendant des heures, doutant de l'optimisme qui le pousse à se battre, Shinichi finit par trouver Gotu en hibernation dans un endroit complètement aléatoire. Bien qu'il soit choqué, il reste calme et s'approche lentement, se demandant si Migi est actuellement vivant et vit dans le corps de Gotu. Malheureusement pour lui, alors qu'il s'apprête à frapper Gotao à la nuque,
un des parasites en lui se réveille et l'attaque. Après s'être caché, Gotao s'accroche à un arbre et exige que Shinichi se montre. Sachant que Gotao ne peut pas le sentir, Shinichi prend le temps de réfléchir à un plan. Il essaie de contacter Migi, qu'il a vu sur son moignon l'autre nuit, pour obtenir de l'aide. Mais quand rien ne se passe, il décide d'infliger des dégâts au dos du cou de Gotao pour au moins le blesser avant qu'il ne le tue. Une fois cela décidé, Shinichi prend un pieu en bois au sol et grimpe sur une branche. Une fois que Gotao est assez près, il frappe d'en haut, mais au dernier moment, Gotao attrape le pieu et le jette contre un arbre voisin. Après s'être remis, Shichi crie à Migi, espérant qu'il est toujours vivant dans le corps de Gotao. Mais quand Gotao lui assure que Migi est parti, Shinichi devient furieux et le frappe au ventre. Irrité, Gotao transforme sa main en poing et lui assène un coup dévastateur, envoyant Shinichi voler plusieurs mètres et s'écraser sur le tas d'ordures que Mitsuyo lui a montré l'autre jour. Quelques secondes plus tard, Gotao arrive et commence à parler de son créateur, Tamiya. Cela rappelle immédiatement à Shinichi ce qu'elle lui a dit au parc sur les parasites étant fragiles, ce qui le trouble. Le temps pressant, Shinichi fouille désespérément dans sa dernière cellule cérébrale fonctionnelle jusqu'à se souvenir d'avoir vu 2 trous de balles saignants sur le flanc de Gotao après son combat avec Yamagishi et soupçonne que cette partie pourrait être son point faible. N'ayant rien à perdre, il prend un morceau de métal toxique au hasard dans le tas d'ordures, attend que Gotao s'approche, poignarde le même endroit et retourne dans la forêt. Furieux, Gotao retire l'arme de son flanc, retrouve Shinichi et exige de savoir comment il a trouvé la faille dans son armure. Quand Shinichi lui explique, il applaudit l'effort et se prépare à mettre fin à Shinichi une bonne fois pour toutes. Cependant, au dernier moment, quelque chose de vraiment étrange se produit. Pour une raison quelconque, les autres parasites dans son corps commencent à se rebeller contre lui, ce qui trouble tellement Shinichi qu'il tombe dans un plus grand désespoir. Après avoir calmé les autres parasites, il essaie encore une fois de trancher Shinichi en deux. Mais au moment où son tentacule touche la main droite de Shinichi, le petit Migi dans son sang apparaît sur le moignon, saisit le tentacule, délivre une décharge électrique à haute tension à travers lui et utilise d'une manière ou d'une autre le tissu parasite du tentacule de Gotao pour se régénérer en un bon vieux Migi. Shinichi est ravi de revoir son ami. Cependant, alors que le corps entier de Gotao continue de se rebeller contre lui, Migi explique que c'est à cause des toxines du morceau de métal que Shinichi lui a enfoncé plus tôt, qui ont introduit un matériau étranger qui effraie les autres parasites à l'intérieur de Gotao. N'ayant plus rien à perdre, Gotao se précipite vers Shinichi et Migi pour les achever avant de mourir. Mais Migi riposte. Et après une seule coupure sur le corps de Gotao, son corps entier explose mettant fin au combat. Alors qu'il s'éloigne, Migi révèle qu'il a été endormi dans le corps de Gotao tout ce temps et qu'il a été alimenté avec tant d'informations qu'il s'est senti vraiment vivant pour la première fois de sa vie. Peu après, Shinichi récupère le couperet de Mitsuyo, retourne au tas d'ordures et continue de discuter avec Migi. Juste à ce moment-là, Migi sent Gotao essayant de se revendiquer et pousse Shinichi à retourner là-bas immédiatement. À leur arrivée, Migi aperçoit les cellules de Gotao voyageant lentement vers son squelette, étudie le taux de régénération et pousse Shinichi à l'achever. Voyant à quel point Gotao lutte pour survivre, Shinichi a pitié de lui et décide de laisser sa régénération s'estomper au début. Cependant, lorsqu'il se souvient de ce dont Gotao est capable, il s'excuse auprès des dieux de l'anime, l'achève, rend le couperet de Mitsuyo et retourne en ville. Quelques jours plus tard, la vie reprend lentement son cours normal pour Shinichi, alors que l'activité parasitaire dans leur ville disparaît complètement, grâce à l'extermination de la mairie, pour laquelle Yamagishi a sacrifié sa vie. Quant aux autres parasites restants, ils évoluent tous pour se nourrir d'aliments humains normaux, comme des steaks, des barbecues et d'autres plats à base de viande. Une nuit, Migi apparaît dans le rêve de Shinichi, sous sa vraie forme, lui dit qu'il va entrer dans un sommeil très long et très profond pour réfléchir à ses décisions de vie et promet de ramener sa main droite à la normale. Comme prévu, Shinichi proteste contre cela, car il vient juste de retrouver son meilleur ami. Mais malheureusement, l'esprit de Migi est déjà fait, alors il lui dit au revoir. Cependant, alors qu'il est sur le point de disparaître dans le néant, la conscience de Shinichi devient désespérée et manifeste une image mentale holographique de sa mère, Kana, Shiru, le premier Migi, et tous les autres amis qu'il a perdus au cours de son voyage, en tant que pseudo-parasite, pour ancrer les émotions de Migi et le garder avec lui. Malheureusement, cela ne fonctionne pas, car Migi lui donne encore un message d'adieu sincère avant de le remercier et de disparaître dans la lumière. Au matin, Shinichi se réveille et craque en se souvenant de son rêve et de sa conversation avec Migi. Ensuite, il se prépare, retrouve Murano dehors et lui demande de l'aider à étudier pour ses examens universitaires à leur endroit habituel. Quelques minutes après avoir commencé à étudier, Shinichi se remémore toutes les batailles qu'il a menées avec Migi, ainsi que les choses que Migi lui a apprises, et commence lentement à accepter le fait que Migi est parti. Après leur session d'études, il continue de marcher avec Murano tout en réfléchissant à la nature humaine et autres. Totalement inconscient, qu'Uragami les espionne en fait. Quelques instants plus tard, lorsqu'ils arrivent en ville, Shinichi aperçoit Uragami devant, les fixant, lui et Murano, et pense qu'il hallucine.
Cependant, quand lui et Murano pénètrent dans une ruelle discrète, il aperçoit à nouveau Uragami, se faufilant à travers un coin étroit. Il laisse Murano derrière lui et le suit. Quelques secondes plus tard, il entend Murano crier, voit Uragami l'enlever et l'emmener sur le toit d'un bâtiment. Avant que Shinichi n'arrive, Uragami tue 2 amants dans un sang-froid glacial, faisant frissonner Murano, et lui dit qu'il attendra Shinichi avant de la tuer. Quand Shinichi arrive enfin, il découvre les corps des amants, voit Uragami tenant Murano en joue au bord du toit, et tente de marchander pour la libérer. Uragami, conscient que sa vie est finie, se lance dans un long discours, se présentant comme l'incarnation de l'être humain, et blâmant les autres, comme une femme faible, pour l'avoir condamné, juste pour être lui-même. Une fois terminé, Uragami traite Shinichi de monstre devant Murano, la rendant encore plus effrayée, et lui demande si, malgré tous ses crimes, il se considère comme un être normal. Alors que Shinichi s'apprête à répondre et à désigner Uragami comme le juste, Murano le sort de ses émotions. Elle traite Uragami de faible pathétique et exhorte Shinichi à ne pas s'inquiéter pour elle et à appeler la police, car elle n'a plus peur de lui. Pendant que Shinichi regarde sa bien-aimée, choqué, Murano lui rappelle tout ce qu'il a affronté pour défendre son humanité, le rassure qu'il est plus humain que l'ordure derrière elle, et lui demande de la laisser partir. À ce moment-là, Uragami tente de lui trancher la gorge, mais Shinichi le sent et se précipite vers lui pour la sauver. Sentant le danger, Uragami pousse Murano du bord et essaye de poignarder Shinichi. Cependant, Shinichi encaisse le coup dans sa main gauche, frappe le scélérat d'un crochet droit satisfaisant et s'accroche au rebord du bâtiment, réalisant qu'il n'a pas pu arriver à temps. Alors qu'il crie de douleur, Migi apparaît soudainement dans son subconscient, lui donne une autre leçon sur les humains et lui dit de se réveiller et d'aider sa bien-aimée. Confus, Shinichi se réveille pour découvrir que Migi a en fait étendu son bras droit juste à temps pour attraper Murano. Soulagé, il la ramène sur le toit, remercie Migi de l'avoir aidé et retrouve l'amour de sa vie. Cela nous amène à la fin de la vidéo. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite pour Shinichi et Murano? Migi ou les parasites reviendront-ils un jour? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez d'autres résumés d'animés comme celui-ci, regardez plutôt cette vidéo.